Je tiens à remercier, avant de commencer cette conférence, l'association des femmes de la FEBA pour m'avoir invité à présenter nos travaux dans le domaine de l'environnement, de la santé, vous verrez, sur la question de l'eau. Je voudrais remercier également particulièrement mon collègue Elie Ben Mansour pour son invitation et qui, je pense, est le préliminaire de collaboration que nous pourrons mener ensemble. Ce que je souhaite, surtout pour le travail qui est fait par l'association de sensibilisation des jeunes, c'est effectivement bien là qu'il faut commencer et commencer très vite. Le thème de ma conférence en fait, va porter sur ce qu'on appelle aujourd'hui le risque endocrinien. En fait, le risque est provoqué par les perturbateurs endocriniens. Et après avoir présenté en fait en quoi consiste cette nouvelle catégorie de micropolluants, je vous présenterai comment nous les avons utilisés dans une approche systémique de surveillance du littoral, puisque nous avons je viens de Bretagne, dans l'ouest de la France, et nous avons des problématiques extrêmement proches des vôtres, même si l'origine du risque n'est pas sans doute aussi important, mais nous avons à surveiller ce littoral, parce qu'effectivement, c'est au-delà de l'écologie, c'est de l'économie, c'est de l'humain, et c'est du patrimoine, et c'est ça que nous essayons de préserver. Alors, le risque des perturbateurs endocriniens est apparu déjà il y a quelques années, notamment à travers des études qui ont été faites par des scientifiques, mais également des percées par la grande presse, et les choses sont arrivées comme beaucoup de pollution par les problèmes de l'eau, notamment ici on peut voir sur les problèmes d'eau liés qui est distribué dans les entreprises, dans des containers plastiques, et un des premiers points, c'est que ces perturbateurs endocriniens sont souvent utilisés comme plastifiants et donc migrent progressivement des emballages vers les contenants. Je pense que cette diapositive est pour moi assez stratégique, notamment dans le contexte dans lequel l'association et les laboratoires présents ici travaillent. C'est-à-dire que l'environnement et la santé ne doivent pas rester un problème à discuter entre chercheurs, mais doivent véritablement devenir un enjeu pour la société civile. Notre conseil environnemental sociétal régional a rédigé une étude qui a duré plus d'1 an sur les milieux côtiers, les ressources marines, les sociétés. Et je me permets de souligner 2 passages que je vais vous lire, c'est peut-être un peu petit. Le premier, c'est dit: il y a par conséquent une relation à inventer entre la recherche, l'expertise et la décision, mais aussi plus généralement avec l'ensemble des acteurs de la société civile. C'est bien cette société civile que nous avons à mobiliser, que c'est le véritable levier. Et le CESER propose en conclusion de se servir d'outils tels que les notions de services écosystémiques, de capacité de support et d'empreinte sociétale pour mieux comprendre les interdépendances entre milieux côtiers, ressources marines et sociétés. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu vraiment un changement de réflexion qui s'est posé. Le littoral n'est pas une zone à sanctuariser comme si c'était une sorte de petit paradis sur Terre. Ce sont des zones littorales, ce sont des zones à la fois d'enjeux économiques, d'enjeux, je dirais, de patrimoine. Nous avons de l'activité économique, le tourisme, l'aquaculture, tout cela nous avons besoin, mais nous avons également à faire concilier les contraintes de chacun, tout en, comme l'a dit, à préserver la terre pour nos enfants. Alors, les perturbateurs endocriniens, de quoi s'agit-il? La définition officielle dit que ce sont des substances ou mélanges exogènes qui altèrent les fonctions du système endocrinien, autrement dit tout ce qui dépend des régulations hormonales dans le corps humain, et qui induisent des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou sous population. On verra pour le risque endocrinien de type œstrogénique, que ce sont notamment tout ce qui est lié à la fonction du développement et de la reproduction chez l'homme et chez les animaux. Ces perturbateurs, où est-ce qu'on les trouve? Je pense que cette diapositive est assez parlante. On va en trouver dans les pesticides qui servent pour les cultures, dans les produits pharmaceutiques, dans les produits d'hygiène, évidemment dans les plasticiens. Je ne sais pas si on peut... Non. On va les trouver dans les teintures, les vernis, dans les textiles. On se souvient du cas de cette petite fille qui a porté une robe qui a été traitée et qui est morte parce que les molécules qui avaient servi à traiter et à colorer le vêtement ont passé à travers sa peau. On se trouve évidemment dans les hydrocarbures et dans l'eau de boisson, on en a parlé.
Donc ça veut dire que tout notre environnement est potentiellement touché par ces molécules. On se souvient également, ça c'était en 2010, c'était une marée noire qu'on en voit malheureusement trop souvent sur les côtes ouest de la France, de la Bretagne. Il y a une étude qui a pointé que les gens qui avaient nettoyé le gasoil qui était répandu sur les côtes bretonnes avaient subi des modifications de leur ADN, justement à cause de ces molécules aromatiques qui étaient présentes dans les carburants rejetés dans la mer. C'est aussi une question, alors sans doute la molécule qui a fait plus parler d'elle, c'est ce qu'on appelle le bisphénol A, le BPA, qui était utilisé comme qui avait été envisagé comme molécule au départ comme contraceptif, qui n'a pas donné de bons résultats, mais qui a été recyclé comme plastifiant. En France, ça a été interdit, l'usage de ce BPA a été interdit il y a 2 ans, notamment dans les biberons, et vous en trouvez dans les plastiques qui vont empêcher la corrosion à l'intérieur des boîtes de conserve. Vous en trouvez dans les bouteilles d'eau ou dans les containers, les petites boîtes en plastique qu'on utilise pour stocker la nourriture. Là aussi, les lobbies font que très souvent, le risque officiel qui est reconnu est très souvent sous-estimé. Alors, du point de vue moléculaire, on en trouve comme des hormones de synthèse, comme le diéthylstilbestrol, comme l'éthylylstradiol, qui est un anticontraceptif. On le trouve comme plastifiant le BPA, je passe un petit peu. Il y a également les phytoestrogènes naturels quelque part, qui sont synthétisés par des végétaux comme les isoflavones. Certaines mycotoxines, comme la DHA est également un perturbateur endocrinien, je ne parle pas des dioxines, des furates. Donc beaucoup de molécules en fait minent l'effet des hormones naturelles présentes chez l'homme. Alors, les impacts qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui ne sont pas forcément biologistes, c'est que beaucoup de nos fonctions naturelles sont régulées très finement par des sécrétions hormonales. Si vous avez un apport extérieur, toutes ces régulations positives, négatives vont être complètement bouleversées. C'est comme si quelqu'un venait sans arrêt changer la position de la grande aiguille, de la petite aiguille, vous ne savez plus quelle heure il est. Là, c'est un petit peu pareil, et donc ça perturbe beaucoup de fonctions, parce qu'encore une fois, ces hormones sont les régulateurs des grandes fonctions biologiques. Donc on a des effets sur le comportement, on va voir sur les effets humains, les problèmes sur la reproduction, les problèmes de neurotoxicité, de cancérogénicité et de génotoxicité. Vous voyez que ce sont des effets extrêmement larges. Pardon, l'impact sur la santé humaine, ce qui a été référencé chez l'homme, c'est la baisse de quantité et de qualité du sperme, donc avec malformation du système reproducteur, donc on voit que la fertilité est engagée. Chez la femme, anomalie de la fonction ovarienne, de la fertilité, de l'implantation de l'embryon, des troubles de maturation sexuelle. On a également des aversions sexuelles, qu'on observe d'ailleurs aussi indépendamment chez les poissons, on va voir tout à l'heure. Des tumeurs des testicules, de la prostate, des seins, enfin bref, vous voyez, tous les organes liés à la fonction de reproduction sont touchés par ces perturbateurs. Je passe sur la bibliographie, et on voit ici effectivement les différentes molécules dont j'ai pu parler, les DT, PCB, etc., les phtalates, dans les plastiques. On s'est parfaitement renseigné. Donc, du point de vue scientifique, le risque à cause des rejets dans les eaux de surface et les eaux littorales. Le mode de dispersion, vous en doutez, c'est le thème de ce qu'on fait, c'est l'eau, bien entendu, avec les rejets industriels, avec des stations qui ne sont pas toujours, qui traitent au mieux la matière organique, mais ces molécules, on va le voir, sont résistantes souvent au traitement biologique. Tout ce qui est rejet à travers les urines ou autres, des médicaments, on fait très attention, justement, par exemple, aux rejets qui viennent des hôpitaux. Les produits de nettoyage, d'hygiène et de beauté, la cosmétique utilise aussi beaucoup de produits et d'ingrédients pour la formulation qui peuvent avoir des effets perturbateurs endocriniens, les médicaments à usage vétérinaire et tout ce qui est traitement d'eau potable. Alors, comment peut-on, le risque qu'on a identifié, comment maintenant on peut le quantifier, le mesurer? En gros, il existe deux grandes séries de méthodes. Les méthodes in vivo, avec un test du terrain chez la souris, ou la stimulation de la synthèse de vitellogénine, vous savez, c'est ce qu'on appelle le jaune d'œuf, pour faire simple, et qui sont les réserves pour l'embryon, et c'est une production qui est stimulée par les oestrogènes. Donc, vous pouvez tester la présence de ce type de composé par une stimulation plus ou moins forte de vitellogénine. Les méthodes in vitro, alors cette fois-ci c'est la chimie, c'est-à-dire que comme le BPA, on a identifié un certain nombre de perturbateurs. Alors
Alors pour vous donner une petite idée, il y a 3 ans on en connaissait 50, aujourd'hui c'est plus de 500. Et demain, je ne sais pas, parce qu'en fait ces molécules dans l'environnement se conforment et peuvent avoir encore plus d'activité que les molécules précurseurs. Donc on peut les mesurer, on peut les identifier quand on connaît les structures, on peut savoir ce qu'on cherche, le méthode de chromatographie qui fait la présence de masse, la prolifération cellulaire ou l'expression de gènes naturels, les faire interagir avec le récepteur, ça fait venir, ou faire des tests cellulaires basés sur le gène rapporteur, je vais vous décrire ça plus que 500. Sauf que ces perturbateurs font l'équivalent en fait de, comment on appelle ça, de fausses clés, et donc ils permettent de projeter la cellule. Alors la chaîne de causalité, c'est la suivante. On a, donc dans le cas de figure dont je parle, une substance qui a activité oestrogénique, ça veut dire qu'il y a le même effet qui mime l'effet d'un oestrogène, quelle que soit sa structure chimique réelle, qu'on va trouver dans le milieu environnement. Sa cible, ça va être le récepteur aux oestrogènes, qui est marqué ici ER, oestrogénique récepteur, et c'est un récepteur qui va se trouver dans la cellule. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien, qui lui est hydrophobe, peut passer la membrane de la cellule et se retrouver à l'intérieur de la cellule humaine ou animale, et donc venir se fixer sur ce récepteur aux oestrogènes. Une fois que ce récepteur a fixé, potentiellement actif. Ensuite, il va se dimériser, autrement dit, il va s'associer 2 par 2 sur l'ADN et sur une séquence particulière qui est reconnue. Et ensuite, avec la machinerie cellulaire transcriptionnelle, on va arriver sur l'expression de gènes et donc sur l'effet biologique qui est justement néfaste. Alors, les deux techniques qu'on peut utiliser pour mesurer, vous avez dit, c'est les méthodes, il s'appelle in vivo, c'est par l'interaction du récepteur avec l'œstrogène ou le perturbateur, ou encore ce qu'on appelle le gène rapporteur, c'est-à-dire qu'on va modifier les cellules pour que derrière ce qu'on appelle le promoteur de ces perturbateurs soit synthétisé par une enzyme qui va catalyser une réaction pour sera capable de mesurer l'activité. Autrement dit, on part du perturbateur et plus il est concentré à l'extérieur, plus l'effet qu'on va mesurer en bout de chaîne va être important, ce qui permet de doser en fait doser l'effet. Alors, si on veut comparer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici on travaille, et c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire, sur l'effet biologique direct. On ne cherche pas à doser une molécule, on regarde quoi qu'il y ait dans le milieu, on va regarder quelle est la réponse de la cellule. C'est-à-dire on n'a pas besoin du tout à ce stade-là d'identifier une molécule. On regarde ce qu'il y a, ce qui permet également d'intégrer les effets cocktails. Alors, vous avez l'activité ici, donc, par rapport à ce gène rapporteur dont j'ai parlé. Vous avez à gauche le contrôle négatif. E1, E2, E3 sont l'œstrone, l'œstradiol, l'œstriol, ce sont les 3 molécules œstrogéniques naturelles chez l'homme, le plus actif étant en vert, ici l'œstradiol. Et vous avez en rouge, E2, c'est l'éthylyl'estradiol, je vous l'ai dit, c'est un stéroïde qui est utilisé pour la contraception humaine. Et vous avez le fameux BPA, le bisphénol A, donc vous voyez qu'il y a une activité, ça on a pu le vérifier, qui est plus faible. Alors, activité plus faible, vous allez dire, bah, tant mieux, c'est très bien, sauf qu'il faut faire attention, c'est l'activité plus faible, mais si l'exposition est quotidienne, bah, vous allez avoir une charge qui va arriver dans l'organisme, qui va être importante, et les effets ne sont pas du tout, eux, négligeables. On a parlé des stations d'épuration, alors ça, c'est un test qu'on a fait à proximité du laboratoire, en Bretagne. On a mesuré l'activité en entrée de station et en sortie. Comme vous pouvez voir, il y en a la moitié qui ressort. Alors si je vous l'ai vu aux lunettes, à votre avis, l'autre moitié, je pense que vous êtes parfaitement au fait du traitement d'eau dans les stations. Ce sont des molécules hydrophobes qui sont très difficilement dégradables biologiquement. Donc ce qui se passe, c'est que on n'a pas été le mesurer, mais il est à peu près certain que les autres 50% sont dans les boues. Les boues, quand on va les retirer, ça va servir à l'épandage pour les champs et les prairies, et donc ça va remonter dans le circuit. Donc on recycle nos perturbateurs endocriniens de la meilleure manière, on ne sort pas du cycle vivant. Pas tout à fait pour le rassurer. Alors, là je vous ai présenté en fait ce qu'on sait faire au laboratoire. On a développé un test unique dans le monde qui permet justement de mesurer cette activité. On a travaillé sur des emballages, on a travaillé sur des aliments pour les hommes, des aliments pour les animaux, et ce qui permet aujourd'hui justement de développer des partenariats et des études.
Là, ce qu'on a fait, je reviens sur le monde littoral, avec des collègues statisticiens et mathématiciens, on a mené une étude systémique sur une zone qui pourrait être assez proche de ce que vous avez ici aux zones littorales, dans laquelle on a effectivement regardé les perturbations d'opinion, mais pas seulement. Et là, c'est plutôt une démonstration, en fait, une méthodologie. Alors, je suis désolé, oui, je n'apporte pas des solutions aux problèmes. Je suis là plutôt pour dire, voilà comment nous on travaille, et peut-être que ça peut donner des idées, mais c'est plutôt, encore une fois, je dis, c'est pas simplement pour faire de la science, c'est aussi pour donner, vous verrez en fin de présentation, c'est pour donner aux décideurs des moyens d'action, parce que vous leur donnez une teneur en hormones, c'est une donnée, c'est très bien scientifique, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc, il faut d'ailleurs faire un certain travail pour de l'aide à la décision et que les décideurs, les responsables de filières économiques puissent s'emparer des choses et commencer à construire là-dessus. Donc, la surveillance du milieu marin, on l'a fait essentiellement avec des mesures classiques de biomarqueurs, sur un bioindicateur qui est l'huître Crassostea gigantesque, et qui nous a servi donc, dans une zone aquacole, enfin là c'est plutôt conchicole, c'est-à-dire on fait des huîtres et des moules, donc dans une zone qui est également très touristique. On a mesuré un certain nombre de paramètres, et c'est pour ça qu'on parle de l'approche systémique. On essaye de décrire l'environnement littoral marin d'une manière globale. Alors, le site, comme vous voyez les petites zones, moi je suis sur un laboratoire qui est à Vannes, donc qui est sur la pointe de la Bretagne. Si on s'approche un petit peu, alors je ne sais pas si c'est. Je vais peut-être prendre ça. Oui. Non. Oui. Vous me suivez comme ça. Ça, c'est l'océan Atlantique. Et ici, à ce que vous voyez bien, il y a une golfe du Morbihan, c'est une très belle baie, elle fait partie du club des plus belles baies du monde. C'est vrai que c'est un endroit touristique très fréquenté l'été. Vous avez une seule et unique sortie ici avec l'océan, et là vous avez une série d'îles. La Bretagne, c'est un pays agroalimentaire, donc on doit faire face à une production surtout de matière organique, avec notamment beaucoup de rejet d'azote et de phosphore, mais dans une moindre mesure. Donc là, le site sur lequel on va travailler, qui s'appelle Lot Mariaquer, c'est juste à la sortie, parce que en fait, c'est sur le site une station où il y a de la production d'huîtres. Alors, justement avec les collègues du laboratoire de statistiques proches, on a travaillé sur ce bioindicateur avec une technique que j'ai découvert à ce moment-là, qu'on appelle la valvométrie. Et c'est, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, vous voyez une huître, et le principe repose sur le fait de fixer deux petites électrodes sur chacune des valves de l'huître. Alors l'huître, c'est un filtreur à la Vélibranche, autrement dit, il filtre des dizaines et des dizaines de litres d'eau par jour, simplement en ouvrant et en fermant. Et si vous collez une électrode sur chacune des valves, le courant qui va passer va varier en fonction de l'écartement, et on peut suivre comme ça l'activité d'ouverture et de fermeture des huîtres. Et cette activité, elle est liée au bon état métabolique de l'animal. Alors là où ça devient, c'est là où la technique s'entend en jeu. Donc vous voyez à côté de l'allumette les deux électrodes. Ces électrodes sont reliées à une carte qui est elle-même immergée. On a de l'électricité avec un panneau solaire. On fait des maths là-dessus. Alors pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent aller voir sur internet, c'est le Molluscan Eye, parce qu'en fait c'est un système qui a été mis en place en Bretagne, sur la Gironde, après Bordeaux, et qui est sur la côte basque espagnole. Et voilà ce que ça permet. Alors vous voyez en bas à droite les huîtres dans leur poche, c'est des grands sacs dans lesquels on les fait grandir. Vous avez les fils qui relient les électrodes, le boîtier qui les réunit, on a reçu comme ça 15 à ces huîtres. Et à marée basse, il y a un émetteur GSM pour nos téléphones qui va transmettre 1 million de données directement sur le serveur du laboratoire. Donc on peut acquérir avec une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire une mesure sur chaque huître qui fait 10 mesures par seconde. Et donc comme ça on peut suivre l'activité et on l'a fait pendant 18 mois. Donc ça veut dire que c'est un système qui peut fonctionner, pas simplement pour faire une manip ponctuelle, mais vous avez compris d'ailleurs, ça peut être un outil de suivi pour long terme, notamment pour la filière conchicole, parce que s'il y a une pollution à un moment qui arrive, ou une perturbation, le comportement de l'huître va changer. Alors pour illustrer le genre d'enregistrement, vous avez une huître ici, et vous avez par exemple deux graphiques d'enregistrement sur une vingtaine d'heures de huîtres. Et alors vous voyez à 0, ça veut dire que en bas, ça veut dire que l'huître est fermée, et elle s'ouvre au maximum à 4. Alors les fermetures que vous voyez à 0 sont clairement liées à la marée basse, quand les huîtres sont à 0, évidemment elles se ferment. Donc ça renseigne, si vous
l'interrupteur qui est responsable de l'ouverture et de la fermeture de l'animal, et également de la charnière, on a accès directement au comportement de l'animal. Par exemple, pendant la ponte des huîtres, vous voyez un enregistrement là, sur 40 minutes, on voit qu'on a un système d'ouverture et de fermeture très rapide de ces huîtres, et là ça correspond au moment de la ponte au printemps de l'animal. Donc on a quelque chose comme ça qui est vraiment relié à la physiologie et à l'activité. Ce graphique, ça vous montre en fait les 6 mois d'analyse, je vais vous expliquer comment le lire. En haut, donc en vertical, vous avez les jours, c'est-à-dire que en haut c'est 65 jours après le 1er janvier 2011, donc jusqu'à 233, donc en gros c'est 6 mois. Vous avez en horizontal de 0 à 24 heures, et donc si vous suivez une ligne horizontale, vous allez voir, suivant la couleur, la vitesse à laquelle l'huître s'ouvre ou se ferme. Et le code, c'est que plus la zone est jaune, plus la vitesse d'ouverture et de fermeture est lente, et plus les zones sont rouges, on voit rouge-brun, et ça veut dire que les mouvements sont rapides. Les zones blanches que vous voyez, ce sont les zones qui correspondent aux marées basses, donc l'huître est fermée, il n'y a pas de zone, donc on a fait des enregistrements comme ça pendant 18 mois, et ce qui a permis, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais que les statisticiens définissent ce qu'on appelle un modèle normal de comportement, et qu'ensuite, à travers ce filtre, enfin, ce modèle d'activité normale, on peut détecter des moments où il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la santé de l'animal est affectée, et donc après, évidemment, il faut remonter aux causes possibles. Est-ce qu'il y a eu un épandage? Est-ce qu'il y a eu une variation de la température? Est-ce qu'il y a eu une pollution particulière? Ça ne veut pas dire que le travail est complètement fait, mais on a quelque chose qui vient facilement exploitable. Par exemple, je vous disais, ça a été implanté sur trois sites. Le golfe de Morbihan, c'est là où on a travaillé nous. Arcachon, c'est près de Bordeaux, c'est les sphères de la Gironde. Et puis le port de Santander, donc au Pays Basque. Et là, ils ont mis l'accent en fait, sur ce qu'on appelle les micro-fermetures. Et ces micro-fermetures, en fait, elles sont en relation avec l'état de pollution. Je ne fais pas de publicité pour la Bretagne, mais quand on regarde les graphiques, c'est effectivement dans le golfe du Morbihan que la situation écologique était la meilleure et la moins bonne. Dans le port de Santander, on comprend un petit peu parce qu'ils ont quand même un trafic maritime que nous on n'a pas. Donc c'est un petit peu en lien. J'essaie de ne pas trop dépasser. Nous avons également pendant cette période analysé donc, les biomarqueurs classiques, acétylcholénestérase qui va être inhibée par certaines pollutions, ou la glutathione responstérase qui elle va être induite dans le cas de pollution si ce ne sont pas de métaux lourds. Donc on a fait des enregistrements, alors ça ce que je vous présente ici en bleu, donc l'acétylcholénestérase, et en vert la GST. Ce sont des enregistrements qui ont été donc, faits sur les animaux prélevés. Donc on a travaillé sur 4-5 animaux à chaque prélèvement sur toute cette période-là. On a fait des moyennes d'écart-type et on a obtenu des profils de ce type-là, qui sont un petit peu difficiles à analyser. Alors on s'est dit, on va essayer de traiter cette information, alors cette fois-ci en regardant animal par animal. C'est ce qui est présenté ici. Alors les données sont un peu différentes, c'est un diagramme de phase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les deux activités enzymatiques, on a calculé la moyenne et les écart-types des variations pendant toute la période qui a été mesurée. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un centrage de données, c'est-à-dire qu'à toutes les valeurs des deux enzymes, on soustrait la valeur de la moyenne et on divise par l'écart-type. Autrement dit, les coordonnées de ce graphique, si je prends les abscisses sur l'acétylcholénestérase, quand vous avez 0, ça correspond à des valeurs d'individus qui sont pile dans la moyenne de la population sur toute la durée. Et quand vous avez les coordonnées 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on est à plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 écart-type, ou moins 1, moins 2, moins 3. Ce qui permet en fait d'essayer d'identifier des situations où on a quelque chose qui sort d'un comportement normal. Personne ne peut dire quelle est l'activité GST dans une huître, dans le golfe du Morbihan, ça n'existe pas, il n'y a pas de référence. Donc comme ça nous permet de centrer, donc là vous voyez beaucoup plus de points dans tous les individus pris un par un, c'est-à-dire que si je prends un point, je vais avoir les activités pour un animal à un moment donné de ces deux enzymes. Et quand on regarde, on a fait attention compte tenu de ce qui est mieux connu. Si on a une forte pollution, on devrait avoir généralement une faible activité acétylcholénestérase, donc on serait à gauche du carré qui représente un écart-type, on dit un écart-type, ça ne doit pas être très important, c'est pas significatif, et avec une GST élevée, et donc si vous regardez la classe 1, on est à plus d'un écart-type au-dessus de la moyenne des activités GST. Donc à partir de ça, on est capable de repérer les individus et les scénarios qu'on a dans le profil temporel. Alors c'est peut-être pas très visible, mais vous avez des petits chiffres romains en rouge, 1, 4, 3, donc ça permet de voir à quel moment de la période suivie, on a telle configuration d'enzymes qui
qui sont les marqueurs de pollution. Donc ça, après, c'est évidemment à exploiter de manière plus fine. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est sur cette base de ces data, d'arriver à identifier des configurations. On dit là, il s'est passé quelque chose. On va avec les différents acteurs, les différents partenaires, et on essaie de comprendre, et après de trouver une solution adaptée, parce qu'on pense qu'on a trouvé la cause. Ce qu'on a juste vérifié, ça se fait assez vite, c'est que l'activité, c'est pas simplement lié à la variation de température. Vous avez en bas la température au début de l'année, avec un événement là où on a eu une chute brutale de température, et en haut, on montre qu'en fait les activités enzymatiques ne sont pas liées à la température. Mesurer ces activités, c'est quand même du temps, ça serait un petit peu cher comme thermomètre. Donc clairement, si ces marqueurs, l'activité de ces marqueurs ne dépendait que de la température, ça n'a aucun intérêt pour la démarche environnementale. Enfin, il fallait quand même le vérifier. Ça, ce sont les prélèvements qu'on a fait dans l'eau au voisinage de l'endroit où sont les huîtres. Donc vous voyez que c'est sur 2011. On a pris une mer, on a eu un épisode avec des activités de perturbateurs endocriniens importantes. On n'a pas pu, parce qu'on n'en avait pas suffisamment de données, attribuer la cause de ces perturbateurs. Donc, quelquefois, ça peut être soit un épandage, soit un épisode orageux, donc il y a beaucoup de pluie qui c'est en sortie d'une rivière. On peut avoir beaucoup de limon qui est lessivé, et donc qui entraîne avec lui de la matière organique, des pesticides, c'est aussi possible, parce que là, sur cette période-là, en fait, ça serait l'hypothèse la plus vraisemblable. Donc le schéma, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un problème qui va rester entre les mains de nos scientifiques. Donc l'idée, c'est de mobiliser les acteurs, c'est ce que fait l'association, et ça c'est vraiment important. Donc on a travaillé avec le Conseil régional de Bretagne, avec le Conseil général du Morbihan, qui est beaucoup plus la filière justement conchilicole, avec une association Cap 2000, qui est une association justement qui développe justement et qui essaie de stabiliser cette activité de production. Derrière, l'idée c'est de pouvoir mettre en place une cartographie spatio-temporelle. Là on a fait un site, et derrière on pourrait identifier 3, 4 ou 5 sites qui permettraient de bien cartographier la zone. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on a dans l'esprit avec nos collègues pour travailler par la suite. Caractériser le risque, c'est évidemment important. Et ensuite, justement, d'avoir suffisamment de données pour les transformer en une information, dont les responsables que les responsables pourront s'approprier. Donc faciliter la décision et ensuite de construire ensemble des stratégies préventives et curatives. Je vais vous passer un petit film qui est passé à FR3, là, qui est une tradition régionale, qui montre en fait notre travail, mais surtout c'est intéressant parce que ça montre quel est l'état de connaissance quand c'est des journalistes qui en parlent. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici dans cette salle, ils vont vous voir, mais ça reflète bien le niveau de confiance qu'on a dans la société. Vous êtes des scientifiques, vous êtes sensibilisés aux questions d'environnement, et vous avez besoin que pour vous tout est évident, et quand vous parlez avec ce qu'on appelle la société civile ou le grand public, vous vous rendez compte qu'il y a un fossé entre ce que l'on peut savoir et comprendre et ce que la société, qui d'ailleurs paye cette recherche, c'est réellement approprié. Alors, comme ça, là on a par exemple, pour le bisphénol A, la France vient de l'interdire dans les compléments alimentaires destinés aux bébés, et les associations de consommateurs réclament une interdiction complète du bisphénol A et de tous les perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce excessif? Réponse
Mylène Pédèche de Saint-Rochon, bonsoir Hélène. En fait, ici pour votre reportage, il n'y a pas d'étiquetage, alors qu'il y a quand même un moyen de repérer ces fameux perturbateurs endocriniens. Le magazine doit être franchement, c'est quasiment impossible pour le consommateur de faire la différence. Une exception toutefois pour les boîtes de conserve, je suis venue avec deux d'entre elles. Le truc m'a été donné par les ingénieurs de l'Université de Bretagne. Il suffit d'observer l'intérieur de ces deux boîtes. En métal apparaît avec une teinte jaunâtre, c'est qu'il est recouvert d'un gazeux contenant du bisphénol A. Quand l'intérieur est blanc, c'est qu'il est exempt de perturbateurs endocriniens. Alors en fait, que dit la réglementation européenne? Alors la réglementation française justement se calque sur un texte européen entré en vigueur en 2007, c'est le règlement REACH. Ce texte perturbe 30 000 produits chimiques d'origine naturelle ou synthétique et que l'on soupçonne d'être néfastes pour la santé. Les perturbateurs endocriniens en font partie. Avec ce règlement, si les industriels utilisaient l'une de ces substances, c'est à eux qu'il incombe d'en prouver l'innocuité à la fois pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Avec ce règlement, ça c'est sur le papier. En réalité, le texte lui est diversement appliqué et contrôlé, notamment concernant les produits qui sont fabriqués hors Union européenne. On pense évidemment à la Chine, qui est un grand exportateur de jeux en plastique ou de films alimentaires contenant, entre autres, du phthalate. Très bien, merci beaucoup Hélène. Demain, journée internationale des droits des femmes, une 36e édition, alors celle depuis 1977 elle est. Voilà, je vais clore ma présentation sur ce document, je pense qu'il donne un peu la mesure. Juste pour dire quand même que ces choses commencent à passer, sans dévoiler les droits de confidentialité. Aujourd'hui, il y a un groupe d'industriels qui veut, avant que la réglementation soit en place, faire des tests sur les vernis et les encres qu'ils utilisent justement dans l'emballage alimentaire, ce qui veut dire que les choses commencent à avancer très longtemps. En tout cas, avant de vous remercier pour votre intervention, je voulais juste vous rappeler ce travail et surtout le fait de Véronique Tilly, avec le film, qui a mis au point le dosage moléculaire et cellulaire du perturbateur. Gilles Durieux, qui est le statisticien, qui a mis au point la méthode de barométrie des huiles, et Adèle Legrand, qui est ingénieur R&D sur le problème de l'endocrinien, et qui a fait sa thèse de laboratoire. Désolé, je vois que le chairman me fait des gros yeux pour le déplacement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout pour m'avoir donné le plaisir d'exposer tout ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur Olivier, pour votre exposé, pour l'excellent exposé. Merci aussi d'avoir fait l'effort pour être parmi nous. Et puis maintenant, on va ouvrir la discussion. La parole à la salle. Bien, oui, il nous reste 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro dans la salle. Ça va? De conférence. J'ai ma fille avec moi. Elle a un diplôme en informatique, gestion aussi. Ce matin, pour arriver avec moi, je lui ai dit, s'il vous plaît, vite, pressez-vous. Mais elle a dit, je suis en train de mettre ce qu'on appelle masque. J'ai dit, ce sont des produits, s'il vous plaît, cancéreux. Évitez ça. S'il vous plaît, monsieur le conférencier, essayez de lui expliquer, est-ce que ce masque-là qu'elle fait sur son visage contient le BFA? Merci beaucoup. La voilà. Oui, bien entendu. Alors, disons, vous avez vu, on travaille aussi avec une société, une start-up en cosmétique. Je dirais, il y a un souci aujourd'hui des grandes firmes pour faire très attention à leurs produits. Je pense que, en plus, ce sont des produits à très haute valeur ajoutée, donc ils vont être sans doute les premiers à bouger. Certains tests qu'on a pu faire au laboratoire, je ne donnerai évidemment pas le nom des sociétés, montrent que les formulations de parfums sont souvent celles qui ont les effets les plus importants en termes quantitatifs, en termes d'activité biologique. Certains cocktails, si je puis dire, d'huile essentielle, ont montré vraiment des activités très fortes. Donc là, je dirais, il y a une vigilance, mais aujourd'hui, vous avez absolument, le citoyen n'a absolument aucun moyen de s'informer ou de faire du comparatif d'un produit à un autre. En France, il y a eu des produits qui ont été testés
contestées par les associations de consommateurs. Je pense notamment au dentifrice Colgate, qui est une marque vendue internationalement, où ils ont montré des activités. Alors nous, on a fait le test, je peux en parler parce que ça a été fait par le président de l'Union de consommateurs. On a fait le test cellulaire. Alors, on n'a pas pu mesurer le risque endocrinien, parce qu'avec le dentifrice en question, les cellules ne poussaient même pas. Donc on avait une spécificité cellulaire, donc même pas possible de mesurer un risque derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que cette technique est spécifique pour les métaux lourds ou bien est-ce qu'on peut l'appliquer à différents types de polluants? Merci. Alors, ce que je veux dire, quelle que soit la structure moléculaire, la structure chimique des ou des composés, que vous en ayez un 10, 15 ou 30, on peut mesurer. Et la spécificité du test fait qu'à partir, c'est la condition sine qua non, à partir du moment où dans l'échantillon, que ce soit solide, liquide, ce que vous voulez, il y a une activité qui va, des molécules qui vont pouvoir se fixer sur le récepteur, ça veut dire, toute chose restant égale par ailleurs, que c'est un perturbateur endocrinien. Donc on n'a absolument aucune contrainte, si vous voulez, à monde. On regarde, ce que je te donnais l'exemple tout à l'heure, vous êtes chez vous, et il y a un cambrioleur qui essaye de rentrer. Il a un pass, une fausse clé. Si le pass ouvre, vous savez que vous avez l'effet. Vous n'avez pas besoin de connaître avec quel pass ou quelle clé il a ouvert. S'il a ouvert la porte, c'est que c'est un perturbateur endocrinien. Donc il n'y a aucune contrainte a priori. C'est que là, on est complémentaire avec les laboratoires qui ont développé des volants d'identification. Mais comme je le dis aujourd'hui, ces 500 composés qui sont identifiés, demain ce sera peut-être 5000. Je ne pense pas que même si on a 50 FPLC, spectro de masse, on pourra sur le rythme. Par contre, nous, on peut être tout à fait complémentaires. Une fois qu'on a identifié une activité biologique dans un échantillon, à ce moment-là, c'est la main passe aux chimistes qui vont pouvoir rechercher là où les molécules présentes. On a quand même une petite idée, c'est les acides aromatiques, vous avez bien vu, donc on peut travailler dans ce sens-là. Ces électrodes sont commercialisées, est-ce qu'on peut s'en procurer sur le marché ou c'est une technique laboratoire qui est propre pour vous? Pour les électrodes, pour les huîtres, alors en fait ça c'est la partie électronique a été mise au point par un laboratoire de biologie à Bordeaux. Après il y a la mise en place de la technique. Donc ça reste, ce dispositif-là reste aujourd'hui au niveau de la recherche, mais effectivement entre chercheurs, ça coûte quand même, entre l'électronique et les capteurs, on est quand même sur un budget, je crois que c'est entre 10 et 15 000 € pour développer le système. Ça pourra baisser après, mais comme il y a du numérique, je pense que si effectivement il y a des applications, les prix vont baisser. Aujourd'hui, ça reste quand même produit cher. Mais l'idée, bien entendu, de tous les participants du programme de Wolfsheim High, c'est de pouvoir développer, comme on le fait, vous savez très bien, on part d'un projet qui a demandé des développements importants, et puis après, si on peut en commercialiser au départ une dizaine, ou une cinquantaine, ou une centaine, les choses vont baisser, parce qu'une carte électronique, c'est pas... Là, il faut payer le prix du développement, après, ça va baisser. Quant à nos tests, nous, on est en ce moment sur une voie d'industrialisation et d'un capteur de type pas capteur, mais d'aide à la décision, comme le détecteur pour les femmes enceintes. On va sur ce genre de test qui pourrait être fait très rapidement et avec un coût faible. Encore deux questions, trois questions. Pour votre conférence, on a vu sur une diapo du Tupperware. On dit que c'est du plastique alimentaire, etc. Est-ce qu'il y a du bisphénol A là-dedans? Bon, ce que j'avais aimé bien revoir, votre avant-dernière diapositive au niveau de votre exposé. L'avant-dernière diapositive. Je vois que... Ceci? La tête sortie blanche, non, l'avant-dernière, oui, c'est celle-là. Oui. J'ai bien fait l'agrandir un peu. Vous avez mis activité biologique, c'est ça? Au cours du temps, fonction du temps. Oui, justement. Donc c'est en fonction du temps que vous avez suivi les activités biologiques.
donc vous avez interprété ça, donc cette activité, vous avez dit qu'elle est liée particulièrement aux polluants chimiques, c'est ça? Aux polluants. Donc, les activités civiles particulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un événement, alors ce que je disais, mais c'est une hypothèse vraisemblable, mais c'est pas une certitude. C'est à cette époque-là, on a effectivement à la fois des épandage, et c'est une période où on a des très fortes averses, et de pluies très fortes. Et à ce moment-là, on peut avoir effectivement des pesticides qui sont mis dans les champs, qui vont être lessivés par le ruissellement des eaux de surface et se retrouver dans la rivière qui débouche sur le site où on a travaillé. Donc ça peut être effectivement, c'est le but, hein, c'est de pouvoir détecter des pollutions transitoires. Oui, moi j'expliquais l'activité biologique plutôt par des micro-organismes, par exemple à mais ça correspond donc plutôt au plume algal. Vous savez qu'il y a pas mal d'algues sécrètent plein de stéroïdes. Ces stéroïdes peuvent être facilement transformés par les bactéries pour donner certaines sortes d'hormones qui peuvent intervenir dans ces conditions, dans le déséquilibre hormonal et dans le changement de... Donc là, ce n'est pas un lien qui est isolé, donc il s'agirait de la pollution microbiologique, de la pollution liée aux algues de sécrétion algale, à côté des polluants chimiques qui pour moi sembleraient mineurs. Non, ça, on est bien d'accord. Il y a des molécules que j'ai identifiées. Il y a toutes des voies de métabolisation, que ce soit de la photochimie, que ce soit de la chimie biologique avec transformation des micro-organismes, qui vont faire que ce n'est pas forcément les molécules d'origine qu'on va retrouver, on en a parlé avec nos collègues, mais ça va être des molécules qui ont été modifiées chimiquement et qui peuvent être ou plus actives ou beaucoup plus actives, ou le fait de se retrouver ensemble pour développer par synergie. Donc c'est clair que là, on détecte quelque chose en fin de parcours, mais c'est pas ça qui nous dira quels sont les événements qui ont fait que chimiquement il y a eu telle ou telle transformation. Moi, comme je vous l'ai dit, donc je pensais, vous avez raison, il y a ça, mais je pensais plutôt aux sécrétions algales et la croissance du micro-organisme, pour les embryons particulièrement, parce que nous avons toujours vérifié ça, les sécrétions algales et la croissance du micro-organisme, c'était dans cette période. Et comme je vous l'ai dit, donc je pense qu'il y a un facteur avec ça. Merci. Il a dit qu'il y a une synergie. Oui, synergie, oui. D'accord. C'est très grand. Oui, c'est ça. Puisque vous avez insisté un peu sur la diversification de la nature chimique et ses perturbateurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout polluant susceptible de se trouver dans l'environnement, dans l'eau, dans le sol, etc., c'est un potentiel perturbateur endocrinien? Je suis obligé de répondre oui. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, il y en a ces combinaisons, il y en a ces flux, ces matières, et c'est souvent ça que on a quelque chose qui est global. Quand on dit qu'on retrouve, c'est l'exemple que je donne toujours, qu'on a retrouvé et on retrouve en permanence du glyphosate, qui est le principe actif du Roundup, des herbicides, utilisés en Europe énormément, c'est le produit phare quasiment de Monsanto. On en retrouve dans l'eau du robinet, on voit, moi je bois de l'eau du robinet, on en voit tous les jours, ça veut dire qu'on est bien sur un cycle qui est complètement ouvert. J'ai envie de faire un très mauvais jeu de mots sur les eaux littorales. Tout ce qu'on donne à la mer nous rend bien. Je vais regarder un petit peu là ces jours-ci ce qui se passe sur le littoral, les activités de pêche, les activités artisanales, on se sert de l'eau de la mer, on y rejette beaucoup de choses, mais ça ne part pas sur la planète Mars, ça reste, et on recycle, on rebouffe. Nos corps sont effectivement des vecteurs à travers lesquels passent toutes ces matières, et il ne faut pas trop s'étonner effectivement de l'augmentation de l'occurrence des maladies. Je crois que c'est Pasteur qui disait on voit 90% de nos maladies. Ben voilà.